et une analyse avec Xavier Van Lierde, journaliste de Radio Courtoisie, qui va nous parler de l'infâme Badinter. Bonjour Richard, bonjour Mélise, bonjour à tous. Et oui, demain, jeudi 9 octobre, comme vous le savez, Robert Badinter fera son entrée au Panthéon. Et le choix de la date laisse entendre que de la sorte, Emmanuel Macron souhaitait avant tout rendre hommage à l'homme qui a aboli la peine de mort. C'est en effet le 9 octobre 1981 que la loi abolissant la peine de mort a été promulguée. Soit, car bien sûr, personne n'aime l'idée qu'un homme puisse être tiré d'une cellule grise pour être exécuté. Personne n'aime l'idée qu'on lui ôte la vie un petit matin. Personne n'aime qu'on lui coupe la tête. En fait, personne n'aime la peine de mort, y compris ses partisans. Et personne ne voit dans la guillotine un symbole de la France, sauf ceux qui la confondent avec une république qui, dans ses premières années, en usa plus que de raison, contre des innocents, avant de s'enorgueillir, de renoncer à l'utiliser contre les assassins. Certains y voient donc une sorte de retournement, une contradiction de la gauche. Mais on peut tout aussi bien y voir une belle constance. En effet, qu'elle glorifie ou qu'elle condamne l'usage de la guillotine, la gauche, de Robespierre à Badinter, est du côté des criminels et des assassins contre les innocents. Il ne faut en effet pas se méprendre. L'homme qui va demain faire son entrée au Panthéon n'a pas seulement aboli la peine de mort, mais aboli toutes les peines, toutes sanctions. Comme le rappelle Jean-Yves Le Gallou et l'équipe de Polémia dans un manifeste contre sa panthéonisation, Badinter a abrogé la peine capitale sans créer de peine de substitution, sapant ainsi toute la hiérarchie des peines et même la subvertissant. Garde des Sceaux, Badinter s'est en effet appuyé sur le syndicat de la magistrature pour repenser le code pénal et placer le délinquant au cœur de ses préoccupations au lieu de la victime. Dans son célèbre discours de 1980 contre la peine de mort, il ne dit pas seulement que la justice de la France ne peut être une justice qui tue, il défend aussi une approche où la peine doit servir à réintégrer le délinquant dans la société en s'attaquant aux causes profondes de la délinquance qui seraient, selon lui, la pauvreté, l'exclusion, etc. Cette attention portée aux criminels et à ses motivations conduit mécaniquement à une relativisation de la faute. En mettant l'accent sur les circonstances atténuantes, la pensée de Badinter a fini par justifier le crime et les facteurs externes, créant ainsi la fameuse culture de l'excuse, où l'on excuse les fautes des criminels en les justifiant par un contexte jugé criminogène, pauvreté, enfance difficile, on l'a compris. Puis, en faisant ainsi du criminel une victime, cette approche fait nécessairement de la société le véritable coupable. Il y a dans cette logique une bonne dose de rousseauisme niais, mais aussi une sorte d'avant-goût du wokisme, qui nous fait tant suer aujourd'hui, puisqu'il s'agit au fond de dire que la société est coupable par nature, par des fautes systémiques. Cette idéologie a influencé les magistrats, et l'on en connaît aujourd'hui les fruits amers, la culture de l'excuse, je le disais, le laxisme judiciaire, et même en quelque sorte l'anarcho-tyrannie, vous savez, cette attitude étatique qui consiste à se montrer extrêmement laxiste avec les criminels, mais intransigeante et impitoyable avec les honnêtes citoyens, avec ceux que le syndicat de la magistrature a plus tard épinglé sur le fameux mur des cons. En réalité, Badinter n'aimait pas les Français, il faisait peu de cas de leur opinion et de leur volonté. Badinter a aboli la peine de mort contre la volonté des Français. En 1981, lorsque la peine de mort a donc été abolie, 60% des Français y étaient favorables. C'est d'ailleurs la véritable raison pour laquelle, à mon sens, la gauche et le centre adulent Badinter. Pas parce qu'il est l'homme qui a fait primer l'idéologie de la gauche sur la volonté populaire. Emmanuel Macron ne s'y trompe pas. Dans un discours justifiant l'entrée de Badinter au Panthéon, il ne cesse d'invoquer l'état de droit. Et France Inter, qui est, comme chacun sait, la voix du pouvoir, expliquait jeudi dernier qu'avec Badinter, c'est l'état de droit qui serait sacralisé au Panthéon. Or, l'état de droit, c'est bien cette conception extrêmement spécifique et spécieuse, en réalité, de la démocratie, qui veut qu'une poignée de juges non élus doivent avoir la possibilité d'imposer leur volonté au peuple. Parce que le peuple, chacun le sait, il est con, il est laid, il est vulgaire, il est buté, il n'a pas d'opinion, il a tout au plus des émotions, des pulsions, il est borné, il a le front bas, les idées courtes, bref, il est de droite, alors que les juges, eux, sont beaux, distingués, visionnaires, progressistes, bref, ils sont de gauche. Pour Badinter et ses partisans et les partisans de la panthéonisation, la véritable démocratie n'est pas le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Non, la véritable démocratie, c'est le pouvoir des juges par les juges contre le peuple. Avec l'entrée de Badinter au Panthéon, qui présida pendant 10 ans le Conseil constitutionnel, rappelons-le, c'est aussi cette conception de la démocratie comme idéologie qui sera célébrée demain, et la cérémonie elle-même en témoigne, puisque à la fois la famille de Badinter
et le gouvernement ont fait savoir que ni la France Insoumise, ni le Rassemblement National n'y étaient les bienvenus. La panthéonisation de Badinter vise ainsi à légitimer cette idée assez curieuse, mais très actuelle, que l'extrême centre et la gauche doivent garder le pouvoir, même lorsqu'ils sont ultra-minoritaires. Ils ne devront donc pas s'y tromper. Badinter n'est pas célébré par Macron et l'extrême centre progressiste parce qu'il a aboli la peine de mort, mais plutôt parce qu'il a aboli la démocratie et parce que, comme avocat, comme garde des Sceaux, comme président du Conseil constitutionnel, il était un partisan acharné du pays légal progressiste contre le pays réel conservateur. Alors non, non et non, Badinter ne mérite pas la reconnaissance de la patrie et encore moins celle des Français. C'est rude ce que vous nous dites, Xavier Van der Lierde. C'est assez documenté. Maëlys Clausel est avec nous. Oui, j'ai particulièrement aimé le passage où vous expliquez que la gauche est toujours du côté des criminels contre le peuple, de la Révolution française jusqu'à Badinter. Maëlys Clausel va faire un reportage là, entre aujourd'hui et demain sur la manière dont, depuis le Conseil constitutionnel, où on peut aller se recueillir en évoquant la mémoire et les mannes de Badinter jusqu'au Panthéon, où bientôt il sera accueilli avec une exposition spéciale organisée par les monuments historiques. Et Maëlys, qu'est-ce que vous comptez nous rapporter comme image, comme son, comme témoignage ? Écoutez, je vais essayer de montrer à travers mon reportage la différence d'opinion entre ces Français, qui, comme vous l'avez justement rappelé Xavier, étaient fortement favorables avant l'abolition de la peine de mort par Badinter. Et donc je vais essayer de retrouver justement ces opinions au sein de la population d'aujourd'hui, puisque manifestement je pense qu'il y aura autour du Panthéon des personnes qui viendront s'opposer aussi à cette panthéonisation de Badinter, donc je vais essayer de retrouver finalement toutes ces opinions divergentes et bien montrer la fracture entre l'État et les membres qui seront au Panthéon, qui seront donc pour cette panthéonisation, et finalement la vie des Français, donc la vie du réel, qui lui pour le coup y est fermement opposé. Tony, il est fermement opposé, pas tant à la panthéonisation de Badinter, en tout cas, il est plus du tout en faveur de l'abolition de la peine de mort, si tant est qu'il ne l'ait jamais été. Exactement, oui, je pense que les Français aujourd'hui le sont encore moins. Et vous avez rapporté une image qui est la façade du Panthéon, où il y a une grande banderole qui nous dit « La justice française ne sera plus une justice qui tue ». Xavier Van der Lierde, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'au contraire, justement, la justice française, par ses décisions, est une justice qui tue ? Absolument. C'est une justice qui ne tue plus les criminels, qu'elle tuait d'ailleurs assez peu, parce qu'il faut quand même... on a l'impression qu'il y avait un fleuve de sang qui roulait dans les rues de Paris, mais non. Oui, sous la terreur, certes, mais comme je l'ai rappelé, il s'agissait d'innocents, mais la peine de mort en France n'a jamais frappé vraiment que très rarement. En revanche, elle était une clé de voûte qui permettait de garantir l'échelle des peines et la hiérarchie des peines, et en la faisant sauter sans prévoir de peine de substitution, eh bien, tout l'édifice s'est écroulé. Mais en réalité, c'était le but de Badinter. Badinter n'était pas... En fait, Badinter, c'est quelqu'un qui s'inspirait de quelque chose qu'on appelle la nouvelle défense sociale, et dont toute l'idéologie consistait à mettre en accusation la société, à présenter les criminels comme des victimes, voilà, à promouvoir cette culture de l'excuse dont on souffre aujourd'hui encore énormément, et à réserver ses foudres aux gens ordinaires. C'est-à-dire que tout le dispositif idéologique qui a mené à ça était au cœur du projet de Badinter. Et pour le faire triompher, il fallait faire sauter la peine de mort. La suppression de la peine de mort n'a absolument d'autre objectif que de subvertir l'ensemble du système judiciaire, et au passage de bien montrer que, en fait, puisque la justice est censée être rendue au nom du peuple français. Le peuple français était pour la peine de mort, souhaitait que cet édifice de peine soit couronné par la peine de mort, fût-ce symboliquement, comme ultime recours face à l'ignominie, lorsqu'on pense que la rédemption n'est pas possible. Mais c'était très rare. Et bien, en allant contre cette volonté, ce qui est mis en lumière, et ce qui, à mon avis, était voulu, c'était de montrer que désormais, la justice ne serait plus rendue au nom du peuple français, mais au nom de principes abstraits, très idéologiques,
Et malheureusement, au-delà de la justice, l'ensemble du régime fonctionne désormais de la sorte. On en a l'illustration, c'est quand même magnifique de voir Badinter rentrer au Panthéon au moment où on n'a plus de gouvernement, et où en fait on n'a plus de gouvernement parce qu'on s'échine à vouloir qu'un extrême centre ultra minoritaire conserve le pouvoir. Et conserve le pouvoir en s'appuyant sur l'idée qu'en fait il serait le seul détenteur des vrais principes du bien, du beau et du vrai républicain. Formidable. Il y aurait une seule légitimité, c'est celle que Macron confère et non pas celle que le peuple réclame. Oui, c'est ça. Même l'élection n'est plus la source de la légitimité dans ce régime. Et on voit que le recours à l'élection, c'est quelque chose, vraiment, c'est en dernier recours quand on n'a vraiment plus le choix. Mais si on pouvait s'arranger sans élection et juste en faisant des petits trépatouillages entre gens jugés raisonnables par eux-mêmes, eh bien, le régime se porterait mieux. Revenons sur Badinter et cette espèce de tremblement de terre de l'abolition de la peine de mort, donc célébré comme une victoire par la gauche. On comprend qu'Emmanuel Macron, qui lui-même est tout à fait de gauche dans son logiciel, qui a écrit un livre qui s'appelle Révolution, et soit attiré par cette figure, parce que c'est une figure paradoxale. Voilà, cet avocat de gauche était évidemment richissime, ce défenseur des assassins à côté de ça était avocat d'affaires, et on se retrouve avec un président de la République qui d'un côté sacralise le fait d'avoir été plus idéologue que ne le voulaient les Français, et qui de l'autre côté constitutionnalise l'avortement et bientôt fait porter tous ses efforts à laisser comme seule loi valable de son double quinquennat l'euthanasie, puisqu'il est en train de piétiner sa réforme des retraites, qui était la seule chose dont il pouvait, selon lui en tout cas, s'enorgueillir. Oui, c'est exact, mais il y a une forme de pulsion de mort dans tout ça, hein, mais là ça nous mènerait trop loin. Je pense que surtout ce qu'il faut essayer de retenir ou de percevoir, c'est que Badinter ne rentre pas au Panthéon parce qu'il a aboli la peine de mort. Badinter rentre au Panthéon, et c'est explicitement dit et par Macron et par les partisans de cette panthéonisation, mais parce qu'il incarnerait l'état de droit. Et l'état de droit, c'est un régime différent de celui que nous avons connu jusqu'à ce que cet état de droit prenne le pouvoir. En fait, c'est le coup d'état des juges et le gouvernement des juges qui va rentrer au Panthéon. C'est-à-dire que ce qu'on va acter, c'est qu'il y a un certain nombre de verrous constitutionnels et de décisions... on va acter le fait que les juges constitutionnels doivent avoir le dernier mot contre le peuple. Et Badinter y a travaillé, non seulement en contribuant à fournir un corpus idéologique, mais aussi à travers son action au sein même du Conseil constitutionnel, dont il est une des grandes figures. La salle des audiences du Conseil constitutionnel, je crois, porte son nom, c'est la salle Robert Badinter. Aujourd'hui, si on veut retrouver la démocratie, aujourd'hui, si l'on veut résoudre la crise démocratique dans laquelle nous nous trouvons, et qui est grave, puisqu'on n'arrive même plus à former un gouvernement, et pour cause, puisque on veut former un gouvernement contre la volonté des Français, eh bien, il faut en finir avec ce gouvernement des juges. Mais avec la panthéonisation de Robert Badinter, on l'inscrit dans une sorte d'histoire et dans l'ordre symbolique de la République comme une évidence. Ça n'en est pas une. Ce coup d'état des juges date d'il y a une trentaine d'années. Voilà. Quand vous parlez d'état de droit, et il faut quand même, à mon avis, lever une ambiguïté. On parlait d'état de droit avant, et état de droit, ça signifiait qu'il y a une hiérarchie des normes, en fait. Et que donc tout en haut, il y a la Constitution, mais que la Constitution n'est que l'expression de la volonté populaire. Autrement dit, voilà, on nous expliquait qu'un règlement municipal a moins force, peut-être peut-être annulé par un préfet au nom d'une loi supérieure, et ainsi de suite. Et tout en haut, la loi suprême était la Constitution, expression de la volonté du peuple, et d'ailleurs que le peuple avait le droit de modifier. Et puis débarque en fait la même expression, mais qui nous vient en fait des juristes anglo-saxons, germains, et on nous dit l'état de droit, c'est pas du tout ça, c'est pas la hiérarchie des normes avec la Constitution tout en haut, c'est en fait le fait qu'il y a une espèce de droit objectif, il y a des règles qui font que seul le juge est capable, lui, de juger en fait de la pertinence par rapport au bien que la nouvelle loi va apporter à la société, de la pertinence des lois proposées et même des lois passées. Autrement dit, brusquement, état de droit signifie, et donc chez tous ces défenseurs, que
le peuple en fait est évacué du processus de décision législatif, que la souveraineté du peuple en fait est réduite à rien, puisqu'il suffit qu'un juge considère que le peuple a tort pour que même la Constitution, qui en théorie lui accorde la souveraineté, soit inefficace. Exactement. Ça, c'est vraiment cette bascule-là. Et je trouve fascinant que les gens nous disent état de droit, d'abord en faisant semblant que ça désigne la même chose, alors que les mots ont profondément changé de sens, et en plus utilisent ce mot droit comme un totem pour nous dire, attention, si vous n'êtes pas d'accord avec l'état de droit, c'est que vous êtes en dehors du droit, c'est que vous êtes un sauvage, c'est que vous êtes un barbare, vous êtes retiré de la civilisation. C'est ça. Bon, je n'ai rien à ajouter à la description que vous venez de faire, qui est parfaitement j'espérais vous lancer. En revanche, je peux parler des conséquences directes de cette conception de l'état de droit et de cette subversion sous la présidence de Badinter au Conseil constitutionnel. Là, on va rentrer dans le dur et du concret. Une première décision en 1989 qui était relative à une loi sur les conditions d'entrée et de séjour des étrangers. Eh bien, la plupart des articles sont censurés par le Conseil constitutionnel sous la présidence de Badinter, au prétexte que ça entraverait les libertés fondamentales et l'état de droit, la protection que l'état de droit doit aux étrangers. Et en 1993, pareil, une réforme du droit d'asile portée par Pasqua, est censurée en grande partie par le Conseil constitutionnel, alors que cette loi visait bien évidemment à prendre en compte le réel, c'est-à-dire que le droit d'asile qui était fait initialement pour accueillir de vrais opposants politiques venant de pays totalitaires à une époque où l'URSS existait encore, par exemple, se transforme en un droit à l'immigration. Les conséquences sont donc absolument majeures, et l'on voit que donc le système politique avait sécrété un personnel politique avait voté pour des gens pour qu'ils résolvent ces problèmes-là dans un raisonnement qui est celui non seulement de la démocratie, mais même de la politique. Et arrivent des gens qui sont d'un univers mental qui n'est plus celui de la démocratie, ils sont d'un univers mental qui est post-démocratique et même post-politique, puisque la délibération et la volonté d'un accord constitué de se donner un destin est niée au nom de principes abstraits, quitte à ce que les conséquences soient sa dissolution. Sa dissolution dans un projet qu'on connaît, qui est d'ordre mondialiste ou autre. Et là aussi, Badinter a été moteur, puisque c'était un fervent, par exemple, partisan de la justice pénale internationale et des cours de justice internationale, tant et si bien que tout ça, c'est la tenaille qui empêche le peuple et les nations de reprendre leur destin en main. Donc cet homme est vraiment l'artisan de la mise en place d'un système post-démocratique et post-politique. Et je pense que c'est réellement cet aspect-là qui est célébré, et que c'est pour cette raison qu'on le fait rentrer au Panthéon, beaucoup plus que pour cette histoire de peine de mort, qui en réalité est juste symbolique et anecdotique dans sa carrière et dans la façon dont il a subverti le droit constitutionnel traditionnel français. Voilà, pas lui tout seul, mais une des figures de proue de cette révolution juridique extrêmement néfaste. Et déjà aussi un exemple de la manière dont le PS a été capable de se survivre à lui-même en investissant l'intégralité des rouages de l'État pour continuer à faire passer son idéologie, quand bien même le peuple avait détesté le PS et l'avait éliminé du jeu électoral. Dès lors que le pouvoir ne réside plus dans les élections, pour avoir le véritable pouvoir, il faut s'emparer de ces véritables lieux de pouvoir que sont désormais le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, toute une série d'agences comme l'Arcom et autres, et qui constituent, oui, toute une superstructure qui pèse énormément sur la liberté de délibération et de choix des Français. Maëlys Clausel, vous qui vous réclamez du peuple qui ne supporte pas Badinter et qui avait de temps en temps des pulsions violentes à l'égard de certains criminels, et est-ce que vous pensez que quand on parle d'état de droit, les Français comprennent, ça veut dire que c'est les juges qui décident, ou est-ce qu'ils ont l'impression qu'on leur dit qu'il faut que la loi soit respectée ?
Je suis assez partagée sur cette question parce qu'en effet, je pense que les Français ont quand même besoin d'un cadre. Ils aiment avoir un certain, un certain messie, entre guillemets, qui leur dit quoi faire. Ceci dit, je pense quand même que de plus en plus, hein, surtout quand on voit toutes ces personnes qui mettent le doigt finalement sur cette justice politique, etc., ils se rendent compte au fur et à mesure que finalement tout ce qui est orchestré par l'État actuel n'est pas forcément en leur faveur. Et donc ils se rendent bien compte au final que oui, ici les juges gouvernent par eux-mêmes et non pas forcément en faveur de ces gens, du peuple en tant que tel. Plus le temps passe et plus je pense que les gens se rendent compte de tout ça et se rendent peut-être compte que finalement tout ce gouvernement et toute la République finalement qui est mis soi-disant en place pour respecter la volonté du peuple et pour la démocratie, finalement devient de plus en plus obsolète. Et devient antidémocratique en fait. Oui. Totalement. Et est-ce qu'on espère qu'il va y avoir une contestation violente de cette panthéonisation? Évidemment, c'est une panthéonisation, donc c'est une espèce de liturgie républicaine, et tous ceux qui s'efforcent d'évacuer le sacré considèrent au contraire à quel point, là, pour le coup, il faut être religieux en la matière. Est-ce qu'on va tenter le sacrilège et le blasphème? Et est-ce qu'on va aller manifester devant le Panthéon en hurlant « Badinter assassin » Ça serait bien, entre guillemets, pour montrer le fait que les Français y sont opposés. Après, j'ai malheureusement assez peu d'espoir en la rébellion totale des gens, parce que j'ai bien l'impression qu'en France, finalement, les Français ne se lèvent que très rarement. Bon, après, quand ils se lèvent, l'histoire l'a montré, ils se lèvent pour de bon. Mais oui, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'effectivement les Français se mobilisent en masse et disent non à la panthéonisation de Badinter et surtout le laxisme judiciaire qu'il a engendré, puisque qui c'est qui paye aujourd'hui le prix de ce laxisme judiciaire décadent? Eh bien, c'est bien les Français qui voient leurs enfants mourir, etc. Maurice Signolet le rappelait très justement à notre antenne il y a quelques mois, la peine de mort, c'est la mort de la peine. En fait, c'est littéralement ce qui a rendu la justice profondément injuste. Oui, l'abolition de la peine de mort, c'est la mort de la peine. Oui. Exactement. Enfin, il n'y a pas plus vrai que ça. Donc oui, j'ose espérer que les Français vont un petit peu se rebeller et faire comprendre que finalement, les seuls qui morflent, eh bien, ce n'est pas nos dirigeants dans leur tour d'ivoire, mais c'est bien les Français et leurs enfants. Lola, etc. Donc oui. Tous ces gens qui sont tués par des gens qui ne devraient pas être en France. Et vous avez très justement souligné, Xavier Van Lierde, que Badinter a fait en sorte qu'il y ait beaucoup plus d'assassins en puissance et en acte en France qu'il n'en avait auparavant. Et en liberté. Et en liberté, et aussi avec cette justice qui n'est jamais responsable du fait qu'elle relâche quelqu'un qui tue une deuxième fois ou qui avait été considéré comme dangereux et dont on explique pour des raisons qui nous échappent que non, pas du tout, lâchons-le dans la nature et qui, alors qu'ils étaient réputés dangereux, se retrouvent devenir de véritables assassins. Oui, c'est ça la culture de l'excuse dont nous parlions, et avec en filigrane quand même cette idée que les criminels soient des victimes. C'est surtout ça le côté obscène en fait de cette idéologie, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir de la compassion ou la charité ou que sais-je pour malgré tout des êtres humains, même s'ils ont commis des actes horribles. Il s'agit en plus de retourner l'accusation contre les véritables victimes. C'est-à-dire que ces gens qui déstructurent la société, qui commettent des crimes de sang absolument ignobles, là, finissent par être sanctifiés en quelque sorte. Vu comme c'est ce retournement et s'en prendre ainsi à la société, c'est quand même le signe d'une pensée fausse et assez perverse en réalité. Et très, très toxique pour cette pensée-là, agit comme un poison en réalité. Au-delà même du fait que ça conduit à laisser des criminels en liberté, c'est un terrible poison contre l'ordre des choses et la façon de faire tenir une société debout et ensemble, en réalité. Le Panthéon est en train de devenir une collection effroyable de gens qui ont agi contre la France, en fait. Il y en a un certain nombre, oui. Ouais, et le Panthéon, en fait, c'est plus une sorte de sanctuaire des idées de gauche qu'un Panthéon national. Hein. Ouais.
Ce n'est plus aux grands hommes la patrie reconnaissante, mais aux grands hommes la gauche reconnaissante. Oui, c'est ça. Voilà. Et donc, voilà. Donc chers auditeurs de Radio Courtoisie, au cas où vous ne l'auriez pas compris, nous ne célébrerons pas la panthéonisation de Robert Badinter, et d'une manière générale, évidemment, nous contestons les 3/4 des panthéonisations, pour ne pas dire les 4/5 d'Emmanuel Macron et même de tous ses prédécesseurs qui installent au Panthéon, en fait, la longue collection de ceux qui ont œuvré contre la France au cours de ces dernières décennies et même au cours de ces 2 derniers siècles. Merci beaucoup Xavier Van Lierde. Faisons une belle exception pour Genevois quand même. Oui, non, mais voilà. J'ai dit les 4/5. Voilà. On vous donnera la liste de ceux que vous aurez le droit d'aller visiter. Merci beaucoup Xavier Van Lierde. Merci Maëlys Clausel.